On va accueillir maintenant Alain Bizot. Merci. Donc vous avez travaillé à Ifremer. L'enjeu était aussi de nous faire un peu l'état de la ressource, des populations. Donc je vais vous laisser la parole et puis après on échangera avec la salle. Bon, c'est toujours un peu difficile de parler à Pierre Molou. Je n'ai pas toute son expérience, j'ai quand même passé 40 ans à l'Ifremer, je suis biologiste des pêches. J'ai suivi l'évolution des ressources depuis les années 80. Sans faire un grand exposé, on peut dire quand même que les choses se sont beaucoup améliorées. Alors les ressources se sont améliorées et nos relations avec les pêcheurs se sont améliorées aussi. René Pierre Chevert pourra en témoigner. Lorsque j'ai commencé, on ne se parlait pas, ou alors quand on se parlait, on s'engueulait. Et puis au fil du temps, on a appris à se connaître, on a appris à parler le même langage et maintenant on fait du partenariat scientifique-pêcheur avec un enrichissement mutuel de nos expériences et des diagnostics qui sont maintenant de plus en plus partagés, même si les scientifiques continuent à travailler aussi avec des données qui leur sont propres. Donc on m'a demandé de faire un état des lieux en Europe. En fait, ça pourrait être très simple comme présentation. C'est juste dire que les choses se sont beaucoup améliorées depuis une vingtaine d'années, que tout n'est pas encore parfait, mais que globalement, c'est plutôt bien. Voilà. Alors en fait, il faut quand même savoir que on parle de ressources, mais les ressources, c'est quoi? C'est des espèces différentes. Nous, scientifiques, on ne travaille pas au niveau de l'espèce, on travaille au niveau de population, on appelle ça des stocks. Ce n'est pas un très joli mot, mais c'est une espèce de poisson ou de crustacé dans une zone géographique donnée et qui a peu de contact avec la même espèce dans une zone géographique proche ou éloignée. Donc on a des populations de poissons, des stocks de poissons qui ont une dynamique propre. Et moi, ça me hérisse toujours quand j'entends parler du cabillaud. Le cabillaud est en danger, il ne faut pas manger du cabillaud. Mais quel cabillaud? Est-ce que c'est le cabillaud de mer Celtique? Est-ce que c'est le cabillaud de mer du Nord? Ou le cabillaud de mer de Barents? Ou le cabillaud d'Islande? Qui sont la même espèce de cabillaud, mais avec des dynamiques très différentes et des statuts qui sont très différents. Donc ce que je vais vous présenter, c'est 3 niveaux ou 3 diagnostics ou bilans qui sont complémentaires. Vous allez voir, vont tous dans le même sens. D'abord, un bilan qui est issu de tous les diagnostics qui sont effectués par le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui est une très vieille organisation intergouvernementale, dont le siège est à Copenhague, mais qui surtout regroupe tous les pays riverains de l'Atlantique Nord-Est, donc les pays de l'Union européenne, mais également la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie, qui est suspendue pour l'instant à cause de la guerre en Ukraine, mais ça n'intervient pas dans le bilan. Et puis de l'Islande, bien sûr, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Ce conseil international, il réunit tous les ans, ou il le fédère tous les ans, les recherches et les diagnostics en mettant en commun toutes les données qui proviennent de tous les pays, de tous les instituts de recherche de ces pays, et pour faire des diagnostics qui sont donc issus de la communauté scientifique, qui sont critiqués, enfin on appelle ça une revue en termes scientifiques, par des pairs, et qui donnent lieu à des recommandations pour la gestion des pêches, et de plus en plus pour la gestion des écosystèmes au sens large. Recommandations qui sont après reprises par les différents gestionnaires, en l'occurrence pour l'Union européenne, la Commission européenne, qui fait des propositions aux ministres qui valident ou qui valident pas d'ailleurs, qui en tout cas décident des quotas de pêche tous les ans, de savoir la quantité de poissons qu'on peut pêcher, avec l'objectif de maintenir une activité durable de pêche. Donc ça sera le premier bilan. Le deuxième, c'est un bilan fait par la Commission européenne, mais qui se base sur les mêmes diagnostics du CIEM, du Conseil international dont je parlais tout à l'heure. Et puis un bilan que je faisais lorsque j'étais à l'Ifremer sur les espèces et les populations qui sont exploitées par les pêcheurs français dans l'Hexagone, mais j'ai aussi fait dans les territoires d'outre-mer. Pas seulement les stocks français, entre guillemets, mais évidemment tous ceux qui sont pêchés par les pêcheurs français. Les bilans, en fait, les diagnostics, savoir si un poisson est bien pêché ou pas bien pêché, ou en tout cas si son état est bon ou mauvais, ça repose sur 2 indicateurs, et pour chaque indicateur, on a un seuil qui permet de dire si on est au-dessus ou au-dessous de l'objectif.
Le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle le taux d'exploitation. En langage scientifique, on dit mortalité par pêche, mais enfin taux d'exploitation, ce qui est en gros le ratio entre ce qui est capturé et ce qui est disponible, donc la biomasse exploitable d'une population de poissons, avec l'objectif de maintenir une activité, un rendement maximum durable. C'est le terme utilisé pour la politique commune des pêches et de manière plus générale au niveau international. Et lorsqu'on est au-dessus de ce seuil, on est dans une situation de surpêche. Et puis, parallèlement, on essaie de quantifier la biomasse, la quantité de poissons, et notamment des reproducteurs, parce que c'est important pour la pérennité de la population, et en fixant également des seuils. Et quand on est en dessous de ce seuil, on considère que le stock est dégradé. Dégradé, ou lorsque la biomasse est très très faible, on dit qu'il est effondré. On a entendu tout à l'heure parler de disparition de poissons. Moi, j'aime pas du tout ce terme parce qu'il ne s'agit pas de ça pour nous, enfin en tout cas pour nous scientifiques. On a parlé aussi lors de la crise du thon rouge, dans les médias, on parlait de la disparition de l'espèce. C'est pas du rhinocéros blanc d'Afrique. Notre diagnostic, c'était une très forte surpêche, une très forte surexploitation. Donc on était pour ces deux indicateurs à la fois très haut pour la taux d'exploitation et très bas pour la biomasse, mais il n'y avait pas de risque de disparition du thon rouge. Donc attention à ce terme. Effondrement, c'est pas terrible non plus, mais c'est quand même moins pire que disparition. Alors, juste une courbe pour illustrer ce que je disais. Vous avez en vert la quantité de poissons d'une population. Alors, en randonnée, vous avez l'abondance. Et puis, en abscisse, vous avez la pression de pêche, le taux d'exploitation, donc, qui est évidemment fonction du nombre de bateaux, de leur puissance, des engins utilisés, etc. Et vous voyez que la courbe bleue, elle commence évidemment quand il n'y a pas de pêche, il y a beaucoup de poissons déjà, et puis il n'y a pas de capture, puisqu'il n'y a pas de pêche, et que plus la pêche s'intensifie, et plus la courbe bleue monte, pendant que la courbe verte descend, évidemment, parce que quand on pêche les poissons, ce qu'il y a dans la mer diminue, enfin il y en a de moins en moins, c'est que plus on pêche, et moins on pêche en fait. Plus il y a de bateaux, plus il y a une intensité de pêche importante, et puis ça passe par un maximum et ça diminue. Et ce maximum, c'est l'objectif de la politique commune des pêches d'aujourd'hui, c'est des captures maximales sur le long terme. Et vous voyez que ce maximum de production, de cette courbe bleue de capture, on a, si on redescend sur l'axe des abscisses, on a un niveau d'intensité de pêche qui est donc l'objectif premier de la politique commune des pêches, qu'on appelle la mortalité par pêche, qui correspond au rendement maximum durable. Et que lorsqu'on est au-dessus, lorsqu'il y a plus de pêche que ce seuil, on est dans une situation de surpêche. Et on voit également que lorsqu'on est à cette intensité de pêche qui permet le maximum, on a une biomasse qui est beaucoup plus faible que la biomasse origine lorsqu'il n'y avait pas de pêche, évidemment, puisque quand on pêche, on diminue, mais que l'on appelle la biomasse au rendement maximum durable, qui est le deuxième objectif de la politique commune des pêches. Donc je reprends les résultats issus des travaux du Conseil international pour l'exploration de la mer, et en vous présentant pour trois régions, la mer du Nord, la Manche Est d'une part, les mers celtiques d'autre part. Mer celtique, c'est entre la Bretagne et l'Écosse, et puis le golfe de Gascogne. Deux catégories deux familles de poissons. D'une part, les poissons qu'on appelle les poissons benthiques, donc qui vivent collés au fond ou très proches du fond, les baudroies, les sols, les cardines. Et puis à droite, vous aurez les poissons dits démersaux, qui sont moins inféodés au fond, comme les lieux, les aiglefins, les merlus et le cabillaud. Et vous voyez, les graphiques du haut représentent l'évolution du rapport entre le taux d'exploitation réalisé et l'objectif de taux d'exploitation durable, avec la ligne horizontale qui est la ligne 1, qui veut dire que lorsqu'on est sur cette ligne, on est exactement à l'objectif de RMD. Et vous voyez plein de courbes de toutes les couleurs qui correspondent aux différentes populations qui sont étudiées, et puis la grosse courbe noire qui montre la moyenne de toutes ces courbes. Et ce qu'on peut voir, si l'on regarde les deux courbes du haut, c'est une très forte baisse autour des années 2000, avec des situations de forte surpêche auparavant, et une diminution pour arriver maintenant assez proche, disons, à la fois en dessus ou en dessous, de l'objectif du rendement maximum durable. Donc une très nette amélioration mer du Nord et Manche Est. Et les deux graphiques du dessous représentent la biomasse. Alors ce n'est pas le ratio entre la biomasse estimée et la biomasse au rendement maximum durable dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est un peu compliqué à estimer.
On peut les estimer par les modèles, toutes choses étant égales par ailleurs, mais dans la réalité, ça reste très théorique. Donc on a défini un seuil. Le plus important, c'est surtout de voir la tendance de la courbe. Et on voit qu'avec un peu de retard à l'allumage, j'allais dire, la diminution de la pression de pêche a conduit à une augmentation des biomasses de ces différents stocks, avec des augmentations qui sont plus ou moins importantes, plus importantes pour les poissons benthiques que pour les poissons démersaux. Donc en bilan sur la mer du Nord et la Manche Est, vous avez en vert donc, le nombre de stocks de population qui sont estimés pêchés durablement sur la gauche et avec des biomasses qui sont convenables entre guillemets à droite, en rouge ceux qui sont pas bien, et en gris les stocks pour lesquels on a des évaluations mais on ne peut pas encore les classifier puisqu'on n'a pas peut-être pas à la fois les indicateurs et surtout pas les points de référence qui permettent de dire si c'est vert ou si c'est rouge. Et vous voyez qu'il y a une grande proportion de stocks pour lesquels on a encore des incertitudes. Alors, je vais passer rapidement sur la mer Celtique et sur le golfe du Gascogne parce que les courbes sont à peu près identiques. Une baisse peut-être moins brutale et plus longtemps pour la pression de pêche, une augmentation un peu plus importante pour la biomasse, en tout cas en ce qui concerne les espèces benthiques. Et pour ce qui est des petits camemberts, vous voyez que le pourcentage de stock en bon état, donc à la fois en termes de taux d'exploitation et de biomasse, est plus importante qu'en mer du Nord, avec quand même là aussi une large proportion de populations pour lesquelles on n'a pas de diagnostic ou pas de classification. Pour le golfe de Gascogne, à peu près le même signal, baisse de la pression de pêche, augmentation de la biomasse. Alors, vous ne voyez peut-être pas bien toutes les petites courbes de toutes les couleurs en dehors de la grosse courbe noire. Vous avez quand même des disparités importantes entre les espèces. Vous avez notamment une que l'on voit peut-être pas très bien, mais qui est la plus basse de la courbe de biomasse, qui concerne la sole du golfe de Gascogne. Bien que pour la sole du golfe de Gascogne, on est maintenant en dessous de cet objectif d'intensité de pêche visée par la politique commune des pêches, la biomasse a du mal à se reconstituer, et elle se reconstitue pratiquement pas. Ce n'est pas lié à la pêche uniquement. On n'a pas encore vraiment identifié le problème, mais il y a un vrai problème de survie des œufs et des larves de la sole, et probablement, puisque le développement des œufs et des larves se passe dans un milieu relativement côtier, un problème de pollution peut-être augmenté par les problèmes de réchauffement climatique et donc de plancton également. En ce qui concerne l'Europe, ça va être assez vite parce qu'en fait ils reprennent les mêmes courbes, donc il n'y aura pas beaucoup de surprises en termes de diagnostic. Une forte baisse du taux d'exploitation et une augmentation de la biomasse. Alors eux, ils n'ont pas pris le même référentiel que le CEM. Le départ de leur courbe, c'est la biomasse en 2003. Malgré tout, on voit bien une augmentation de la biomasse. Donc ça, c'est pour l'Atlantique Nord-Est. Et puisqu'en Europe, il y a aussi la Méditerranée, c'est beaucoup moins glorieux en Méditerranée. On a des taux d'exploitation moyens qui sont beaucoup supérieurs à l'objectif du rendement maximum durable et des quantités de reproducteurs qui augmentent mais qui sont encore très faibles. Donc situation plutôt favorable dans l'Atlantique Nord-Est et qui reste très préoccupante en Méditerranée. Et c'est à peu près les mêmes diagnostics qu'on a montrés depuis que l'on fait ces bilans tous les ans maintenant, depuis 5 ou 6 ans, sur la classification des débarquements français. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la pression de pêche et les biomasses. Et là, on raisonne en termes de débarquement. Chaque poisson débarqué, identifié par rapport à son origine géographique et donc à son appartenance à une population, et avec les diagnostics qui sont faits au CEM, on peut dire que ce poisson-là, il vient de telle population, et cette population, elle est en bon état, elle n'est pas en bon état. Et donc, on a classifié les débarquements en France depuis 2000. Et donc, on a les différentes proportions de l'état des populations. Et on voit, même constat que précédemment, une très nette amélioration. On était à peu près à 20% de débarquements en 2000 qui provenaient de populations non surpêchées. Et on est aujourd'hui à 51%. Alors, évidemment, 51%, ce n'est pas 100%. Pour autant, l'amélioration, elle est nette. On voit également dans ces graphiques qu'il y a à peu près un quart des débarquements français qui proviennent de populations pour lesquelles on n'a pas de diagnostic ou pas de classification. Donc là, il y a encore du travail à faire de la part des scientifiques, même si on ne mettra pas un chercheur derrière chaque espèce. Mais
Une amélioration des connaissances, c'est indispensable. Une amélioration des pratiques également. En nombre de stocks, on voit, alors ça c'est par rapport au nombre de stocks évalués et classifiés, on voit là aussi une très forte amélioration, une très forte augmentation du nombre de stocks non surpêchés et une très forte diminution des stocks surpêchés. Donc en conclusion, et je ne fais que me répéter, une très nette amélioration de la situation, au moins dans l'Atlantique Nord-Est. En Méditerranée, c'est beaucoup plus complexe, et hormis le thon rouge qui se porte bien maintenant, les autres espèces, c'est pas très brillant. Pas encore 100%, alors 100% c'est complètement utopique, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Les projections sont beaucoup plus compliquées à faire, parce que nos projections, en général, raisonnent toutes choses étant égales par ailleurs, et on sait que c'est jamais le cas. Qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y a des espèces dans des zones géographiques qui n'ont pas beaucoup de chances de se régénérer. C'est le cas du cabillaud. Cabillaud, on en parlait tout à l'heure, en mer Celtique et au moins dans le sud de la mer du Nord, il est en limite très sud de sa répartition. Et l'eau se réchauffant, il est quasiment voué à, alors pas vraiment à disparaître, mais en tout cas à se raréfier de telle manière que l'exploitation ne sera plus possible. Donc beaucoup de travail encore à faire, à la fois pour nous scientifiques et puis pour les gestionnaires qui ont quand même pris leurs responsabilités depuis 2000 en fixant des quotas, j'allais dire, qui sont plus proches des recommandations des scientifiques, et puis aussi des pêcheurs qui ont depuis bien longtemps maintenant amélioré leurs pratiques, et René Pierre ne me contredira pas en disant que les efforts sur la sélectivité des engins et notamment des chaluts, c'est quelque chose qui est très important. Il y a sans doute encore des progrès à faire, mais ça a beaucoup contribué à améliorer les choses. Et puis le respect des quotas, et l'exemple le plus flagrant, c'est le thon rouge en Méditerranée, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des pêcheurs que des stocks bien gérés, c'est aussi leur avenir. Et j'aime beaucoup, on peut dire ce qu'on veut de la Commission européenne, mais j'aime beaucoup cette illustration de la Commission qui dit inséparable entre le poisson et le pêcheur, parce que tout l'enjeu, c'est bien ça, c'est de réconcilier conservation et exploitation. Voilà, je vous remercie. Merci pour la clarté de vos propos. Première question avant que la salle s'exprime. Voilà, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Vous voyez, je ne sais pas, dans votre parcours professionnel, des évolutions de poissons. Bon, moi, je suis un gamin du Golfe. Je vois pas mal d'acteurs qui me disent c'est bizarre, on voit des évolutions parfois de poissons. Je ne sais pas si le réchauffement les fait monter plus vers le nord, mais voilà, justement, vous parlez du cabillaud. Est-ce que voilà, ça, ces impacts-là, est-ce que vous le prenez aussi en compte, par exemple, dans vos analyses vous travaillez peut-être avec d'autres chercheurs sur cette question du réchauffement climatique ou du réchauffement de la mer. Voilà. C'est vrai que l'apparition de nouvelles espèces dans nos eaux, elle ne date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à Lorient dans les années 80, les premiers étés, on voyait quelques pêcheurs arriver avec des poissons bizarres, on n'avait jamais vu ça. Alors on cherchait dans nos bouquins, c'était des balistes. Aujourd'hui, on ne vient plus nous demander ce que c'est parce que c'est devenu relativement banal. Donc ça, c'était un exemple d'apparition d'espèces. Et mes collègues très, très chers, qui s'appelle toujours Jean-Claude Quérault, qui travaillait à La Rochelle, a fait beaucoup d'études sur l'évolution du centre de gravité des populations de poissons en montrant alors j'ai plus les chiffres exacts, mais des évolutions de dizaines de kilomètres tous les ans en fonction du réchauffement. Et je parlais du cabillaud. Alors c'est pas vraiment que le cabillaud il prend son baluchon, il va plus au nord parce qu'il a trop chaud. C'est surtout que le poisson qui est là, il va se reproduire. Il y a peut-être des difficultés, mais c'est surtout les œufs et les larves vont avoir des difficultés à se reproduire. Et le réchauffement climatique a une influence sur les compositions planctoniques qui influe forcément sur le développement des œufs et des larves. Et lorsqu'on parle de déplacement de population, c'est bien le déplacement du centre de gravité de la population qui retrouve plus au nord des conditions biologiques de développement plus favorables. Alors, le prendre en compte dans les diagnostics, c'est un état des lieux. Donc voilà, effectivement, on prend en compte les modifications de croissance, de maturité, parce que ça, on les a observées. De là à dire à prévoir ou prédire ce qui pourrait se passer dans 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Des petites questions. Il y a une première question tout au...
Liane Mathis, niveau associatif, pêche loisir. Au début de vos propos, vous parlez des reproducteurs. Que ce soit la pêche de loisir ou que la pêche professionnelle, on nous demande de prélever uniquement que les reproducteurs. Y a-t-il une lacune là-dessus? Un des slogans, j'allais dire, à la fois des scientifiques et puis des gestionnaires, c'était de laisser les petits poissons grandir et se reproduire. Un des axes d'amélioration, c'était justement d'améliorer la sélectivité des engins, laisser passer les petits poissons pour qu'ils puissent grandir et se reproduire. Donc ça, je pense qu'il y a eu un effort considérable là-dessus. Et de fait, la recommandation, c'était de pêcher plutôt des poissons adultes, sachant que les poissons adultes se sont déjà reproduits et que si on préserve les juvéniles, les poissons adultes vont être remplacés par des poissons qui vont pouvoir devenir adultes et se reproduire. Alors il y a eu un exemple très, très frappant, hein, c'était le merlu. Alors merlu qui est une aire de distribution très large, hein, qui va du golfe de Gascogne jusqu'à la Norvège. Fin des années 90, et dans toutes les années 90 et avant, 90%, 95% des captures de merlu étaient des poissons qui ne s'étaient pas encore reproduits. Sur les 95%, il y en avait plus de la moitié qui étaient des poissons hors taille. Bon, ça c'est un détail, ça ne me regarde pas, mais en tout cas la France a été condamnée comme beaucoup d'autres, enfin comme certains d'autres. Bref. Donc malgré tout, avec cette exploitation qui était très orientée sur les jeunes, le stock arrivait à se maintenir, j'allais dire. Et puis au milieu des années 90, il y a eu une pêche qui s'est développée aux accords avec des filets et qui visait les reproducteurs. Et donc, tout en continuant à pêcher, à ce que les chalutiers notamment pêchent des petits merlus sur la vasière du golfe de Gascogne notamment. Évidemment, quand on pêche à la fois trop de petits et trop de vieux, ça ne peut pas durer longtemps. Et le stock s'est cassé la figure. Et aujourd'hui, la sélectivité, et notamment des langoustiniers, qui pêchaient beaucoup de petits merlus, mais pas que des langoustiniers, s'est beaucoup amélioré. Les captures de juvéniles sont maintenant beaucoup moindres que dans les années 90. Et le stock de merlus a explosé et on peut continuer à capturer des merlus un peu immatures, dans le golfe de Gascogne notamment, mais également des adultes. Et on retrouve maintenant sur les étals des merlus, des gros merlus que vous n'aviez peut-être pas connus dans votre enfance. Il faut trouver un bon compromis entre tout ça. Il faut laisser suffisamment de jeunes pour pouvoir remplacer les adultes, mais il faut pêcher aussi des adultes qui sont aussi un bon compromis entre le nombre disponible et leur taille et leur poids. C'est juste toute une histoire de compromis. Alors, le repos biologique, c'est-à-dire arrêter de pêcher lorsque le poisson est en train de se reproduire, c'est une très bonne idée pour des populations qui sont en très mauvais état, mais c'est une très fausse bonne idée pour les autres. Il y a un très bon article en ligne sur le site de l'Ifremer qui essaye d'expliquer le pourquoi c'est plutôt une fausse bonne idée. Il vaut mieux une pression de pêche équilibrée sur l'ensemble de l'année, mais qui permet justement de maintenir un stock de géniteurs suffisamment important, plutôt que de privilégier ou de s'interdire de pêcher au moment de la reproduction. D'autres questions? Merci bien. Oui, j'ai connu effectivement l'effondrement du stock de lieux jaunes. À l'époque, tu avais dit que c'était fini, qu'on avait fait comme à Terre-Neuve. Et puis, un peu de temps après, effectivement, c'est remonté, mais c'est parce qu'on est parti momentanément, on est parti plus au large, dans le creux, quoi. Le problème, c'est la seule variable d'ajustement qu'on ait, c'est la pêche en fin de compte. Le modèle ne prend en compte que, et pour le coup, avec du retard, parce que quand on a commencé à voir, il y a 3 ans maintenant, l'arrivée des poulpes, on était loin de savoir ce que ça allait donner sur la totalité, y compris de la sole, enfin de la reproduction. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps, et on a déclenché, on est parti plus sur le poulpe pour essayer d'éradiquer plutôt que de laisser survivre cet animal-là, parce qu'il y en avait vraiment trop, et là encore, on en a un paquet. Il faudra regarder la résolution du Parlement européen là, qui est sortie le 9 mai 2023 pour intégrer mieux la pêche et les avis des pêcheurs dans la gestion et les mesures de gestion surtout des stocks. Par contre, j'aimerais mieux que ce soit toi qui le dises, on est rendu à combien d'importations des produits halieutiques au niveau français? Le pourcentage de ce qui est consommé en France par rapport à ce qui est produit
et puis peut-être les perspectives d'avenir pour ce qui reste de la pêche actuellement en métropole. Le problème des importations est un vrai problème. C'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre et probablement aussi créer des illusions. On dit que 70% des produits aquatiques qui sont consommés en France, mais le constat est à peu près le même en Europe en général, sont des produits d'importation, au premier rang desquels le saumon. Le deuxième rang, je crois que ce sont les crevettes tropicales, et le troisième, c'est les thons. On parle de souveraineté alimentaire, donc si les députés et les sénateurs s'agitent beaucoup avec cette question de souveraineté alimentaire, ce n'est pas les seuls, mais il y a beaucoup de rapports là-dessus en disant il faut développer la pêche, il faut développer l'aquaculture pour garder en France une totale autonomie en termes d'alimentation de produits aquatiques. L'aquaculture du saumon en France, elle est peanuts. L'aquaculture de crevettes tropicales, en tout cas peut-être dans les territoires d'outre-mer, mais pour l'instant c'est quasi inexistant. Et les thons, en termes d'aquaculture, c'est un peu compliqué, même si j'ai vu qu'il y avait des articles comme quoi on arrivait à faire de la reproduction maintenant bon. Mais on n'en est pas encore là. Si on veut de la souveraineté alimentaire, le saumon sauvage, il n'y en a quasiment plus. Des crevettes, on a quelques bouquets, mais enfin, ça ne va pas aller avec ça. Et le thon, on voit que les armements thoniers en ce moment sont plutôt en difficulté. Donc c'est pas sur ces trois espèces-là qu'on va pouvoir régler le problème de la souveraineté alimentaire. Il y a des rapports qui veulent développer l'aquaculture, mais développer l'aquaculture, à part tout ce qui est conchiliculture, c'est-à-dire moules et huîtres pour lesquels la France est en très bonne place, l'aquaculture de poissons, ça reste anecdotique. Et les quelques projets que l'on voit de fermes de saumon, d'élevage intensif à terre, ça pose quand même des questions, et puis de toute façon, ça ne viendra pas contrebalancer les je ne sais pas combien de milliers de tonnes de saumon importés. Donc pour moi, si on veut de la souveraineté alimentaire, il faut changer notre mode de consommation. Il faut arrêter de manger du saumon, arrêter de manger des crevettes tropicales. Du thon, ça devient de plus en plus compliqué. Mais le problème, c'est que la pêche ne permettra pas en tout cas, je n'ai pas montré les diagrammes de la FAO, mais c'est exactement le cas en Europe. FAO au niveau international, on a une stagnation des captures mondiales depuis maintenant une cinquantaine d'années, avec la meilleure perspective que l'on peut envisager, c'est le maintien à ce niveau-là. Au niveau français, je pense qu'on là non plus, il n'y a pas d'expansion ou d'augmentation des captures possibles, donc on est vraiment au maximum. Et donc, il faut plutôt réduire notre consommation si on veut arriver à la souveraineté alimentaire. Et en tout cas, privilégier les poissons de pêche plutôt que des poissons d'élevage. C'est très personnel comme vision des choses. Donc, je suis ex-Ifremer. Liberté de parole formidable. Même si l'Ifremer a beaucoup travaillé sur le développement de l'aquaculture. Bien sûr. Une dernière question et puis on passera à la table ronde. Je voulais avoir votre point de vue sur la sardine, justement, on en parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des paramètres sûrement extérieurs autres que la pêche qui influent sur le rajeunissement de la population, l'amaigrissement des poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut gérer ce genre de variabilité qui, a priori, va arriver de plus en plus fréquemment sur des stocks? Est-ce qu'il faut, dès à présent, anticiper, réduire, changer les curseurs, justement, par rapport à vos graphiques là, comment on peut... Parce que ce qui était vrai il y a 10 ans peut changer assez rapidement aujourd'hui par des paramètres extérieurs. Alors la sardine, c'est effectivement un très bon exemple. Le phénomène de déficit de croissance, il est apparu en Méditerranée il y a maintenant une dizaine d'années. On le voit maintenant dans le golfe de Gascogne depuis quelques années. C'est effectivement des facteurs complètement extérieurs à la pêche, liés au réchauffement, liés aux pollutions, aux différentes évolutions des nutriments. Armand le disait, la pêche, ça reste la variable d'ajustement. On ne peut pas... un ancien président du comité national des pêches disait il n'y a qu'à mettre des glaçons dans la Manche pour refroidir, comme ça les cabillots pourront se faire. Ça ne marche pas complètement comme ça. On ne va pas non plus fermer le Rhône ou la Loire parce qu'elle rejette trop de saloperies. Donc il faut effectivement ajuster les prélèvements à la disponibilité des ressources. Alors pour la sardine, en tout cas dans le golfe du Gascogne, il n'y a pas de quota, donc c'est juste
La disponibilité, en tout cas, les conserveurs ont un rôle important, hein, puisque c'est eux qui fixent un peu qui achètent, et donc c'est plus une régulation naturelle, entre guillemets, enfin, même si l'argent n'est pas tout à fait naturel, mais c'est aussi un autre sujet. Pour le cabillaud, en tout cas, pour lequel on a des interrogations sur la pérennité d'une présence du cabillaud en mer Celtique, on est typiquement dans ce que vous disiez, c'est-à-dire on constate une diminution du cabillaud, on sait que la pêche y est pour un petit peu, mais que c'est essentiellement le réchauffement climatique, que la situation est quasi désespérée, et pour autant, nous, on nous demande de dire combien de cabillaud on peut capturer pour essayer de maintenir le stock. Ben, on dit, pour maintenir le stock, il ne faut pas capturer de cabillaud du tout. Donc notre recommandation pour la mer Celtique, c'est on ne pêche pas de cabillaud l'année prochaine. Pas de pêcher de cabillaud l'année prochaine, ça veut dire quoi ? Dans la politique commune des pêches aujourd'hui, on parle d'objectifs rendement maximum durable, très bien, mais il y a aussi une autre chose qui s'appelle l'obligation de débarquement, c'est-à-dire que tout poisson qui est soumis à TAC et quota doit être débarqué. Mais quand on n'a pas de quota, on ne peut pas les débarquer. Donc quand il n'y a pas de quota, il faut s'arrêter de pêcher. Alors, s'arrêter de pêcher du cabillaud, si on avait des engins qui étaient capables de... Alors on y travaille, à l'IFREMER, avec des engins, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais ça, c'est un peu compliqué encore. Si on avait des engins qui permettaient de continuer à pêcher sans pêcher aucun cabillaud, on pourrait continuer à pêcher. Mais si on applique strictement l'obligation de débarquement et le quota zéro, ça veut dire qu'il faut arrêter de pêcher toute espèce en mer Celtique, parce que tout engin de pêche en mer Celtique est susceptible de pêcher un cabillaud. Et là, ça pose quand même un sacré problème. Ça veut dire que tous les pêcheurs qui vont en mer Celtique doivent soit mettre la clé sous la porte, ce qu'ils ont fait pour beaucoup à cause du Brexit, et puis à cause de ces problèmes de disponibilité de la ressource, ou alors il faut qu'ils aillent pêcher ailleurs. Et pêcher ailleurs, ça veut dire où ? Dans le golfe de Gascogne, où on est déjà dans une situation où l'équilibre est plutôt bon, mais enfin voilà, si on met tous les bateaux qui pêchent en mer Celtique dans le golfe de Gascogne, ça va perturber cet équilibre et faire boule de neige. Donc c'est un vrai problème. Pour autant, est-ce qu'un jour le Conseil des ministres européens, ou des décideurs vont dire le cabillaud en mer Celtique, on laisse tomber et on continue à pêcher, et puis tant pis, s'il n'y a plus de cabillaud en mer Celtique, il y aura du cabillaud ailleurs. Mais ça, c'est une décision politique qui ne nous appartient pas. Voilà, en tout cas, nous, scientifiques. Un homme passionnant on réinvitera, je pense, plus longuement. Merci beaucoup. C'était passionnant.